Et oui l'équipe, j'espère que ça va bien. Euh, Ça fait un moment. J'avais promis à Alex que je ferais une vidéo par semaine. Une vidéo tous les 15 jours, pardon. C'est exactement ce que j'avais promis. Bon là, le seul truc qu'il y a, c'est qu'en fait, il fait ultra chaud. Et donc, entre l'ordi et la chaleur, les lumières et compagnie, c'est pas évident. Attends, j'ai les cheveux dans la bouche, magnifique. Je sors de la 15e douche de la journée parce que je sais pas qui parmi vous s'est dit oh ouais la chaleur c'est tellement bien, j'aime tellement quand il fait chaud. Je vous déteste, je vous déteste très clairement, j'en peux plus. J'en peux juste plus. Là, au niveau du lit, il fait 15 millions de degrés, c'est un putain d'enfer. Hein. Là dedans, là, c'est la fournaise de l'enfer. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la fournaise de l'enfer. Donc là, j'ai le plus gros ventilo de tous les temps qui est juste là en fait. Donc c'est une turbine d'Airbus en fait qui est juste en train de, de tourner à 380 bien sûr, on va pas faire dans la demi-mesure. Donc c'est Rolls-Royce hein, qui m'a proposé ce ventilateur, ça souffle. Mais je le mets pas à fond parce que sinon je finis collé contre, contre la fenêtre, donc c'est un peu dommage. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien, que cet été se déroule bien pour vous. Merci une fois de plus d'être au rendez-vous. Je fais juste un update que j'avais promis de faire en début d'année, et c'est vrai que j'ai commencé un peu plus tard parce qu'en fait, au niveau du timing entre la boutique et ma vie perso, c'était. Enfin, ma vie. Ouais, ma vie perso, mais ma vie privée, quoi, en fait. C'était tendu parce que j'avais pas dégagé du temps, donc comme je l'espérais. Putain, j'ai mis un coup dans le micro, désolé. Et. Putain, je suis vraiment trop con, hein, c'est un truc de fou. Et en fait, donc j'ai repris la salle depuis 2 mois et demi, donc je suis très content. Je me sens mieux, donc c'est très bien. Je me sens mieux parce que physiquement, en fait, il y a beaucoup plus de résistance, plus de capacité d'abnégation. Alors, par contre, je suis fatigué, mais c'est pas que ça qui fait qu'il y a de la fatigue, c'est qu'en fait, c'est la chaleur qui m'épuise. Et en fait, les gens souvent ils disent oh mais souvent tu sais il fait genre des fortes chaleurs tout ça et tout pendant 2 3 semaines. Non, mais sauf qu'en fait ça c'est chez vous. Ici la chaleur elle commence en avril, on est déjà en t-shirt, et en fait à partir du mois de mai, mi-mai, même ouais c'est mi-mai, on est complètement en, en chaleur, c'est le cas de le dire, et ça casse les couilles. Vraiment ça casse les couilles parce qu'en fait dès que t'as la grosse chaleur, enfin la grosse, dès que t'as la chaleur qui commence à monter un peu plus, bah, en fait c'est 2 mois non-stop. En vrai c'est chiant parce que c'est épuisant, mais c'est comme ça. Donc je suis content parce que j'ai un rythme retrouvé entre guillemets, donc c'est pas exactement le rythme que j'avais auparavant, donc jusqu'en 2020. Le rythme que j'avais auparavant, c'était 2 ppl en consécutif, c'est-à-dire en fait j'avais 1 ppl, 100 jours de repos, 1 ou 2 jours de repos, re-ppl, etc., etc. Et cetera. Et en fait ça me faisait du bien. Là je sens malheureusement que j'ai vieilli, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et par contre je sens que j'ai vieilli, mais je sens aussi que j'ai toujours été quelqu'un d'actif, de très actif, et aussi de sportif, parce qu'en fait quand je suis retourné pour vraiment faire des trucs un peu plus lourds que ce que je pouvais faire en fait sur mes phases de retour en fait, de décrassage, en fait la machine elle repart d'un coup, et vraiment, alors après c'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail, mais je suis très heureux. Bon ça fait 3 minutes 50 que je suis en train de vous parler de ça, donc c'est très bien, merci, next. J'ai vu Spider-Man une deuxième fois, c'était trop bien. Le Brand New Day, donc c'est une tuerie. Je l'ai revu une deuxième fois. Donc la première fois, j'étais le voir avec Mathias. Donc Mathias, c'est pour ceux qui sont là sur YouTube depuis longtemps, vous savez évidemment qui est Mathias, parce qu'en fait Mathias, c'est grâce à lui que que je fais ça en fait, que je me mets facecam, que je faisais de la radio. Vous avez vu, je dis qu'on fait parce qu'en fait on a fait cet exercice tellement de fois ensemble, et c'est un exercice qui était tellement plaisant à faire avec lui, qui est toujours plaisant à faire avec lui en fait, de voir et de partager des instants avec ce jeune homme, c'est toujours un plaisir parce qu'il est d'une justesse dans sa manière de voir les choses qui est toujours très agréable pour quelqu'un de jeune comme ça, extrêmement cartésien, et c'est agréable parce que ben même s'il y a un fossé d'écart, hein, parce qu'il a 26 piges, donc du coup il y a forcément un fossé d'écart avec moi par rapport à mon âge. Au-delà de ce fossé, il y a une envie commune de, de partager ensemble. Et je suis heureux parce qu'en fait,
c'est ce que je me suis rendu compte il y a quelques années de ça en arrière, entre autres, sous son biais à lui, donc c'est le frère d'un ami à moi, en fait. Enfin, c'est le frère d'un ami, ouais, d'une super connaissance à moi. Et en fait, avec lui, vraiment, j'ai des liens, quoi, en fait. J'ai vraiment des liens forts. Je pousserai le bouchon jusqu'à dire que c'est peut-être le seul ami, entre guillemets, que j'ai. Vous savez que c'est des relations très particulières, hein, les relations amicales, en tout cas, que j'entretiens. Mais bon, ça, c'est. On a fait ça ensemble, bref, on s'était fait le resto en question. Et le Spider-Man Brand New Day. Et vraiment, petit banger. Enfin, pas petit banger. Énorme banger. Gros banger. Euh, banger, pas banger. Une vraie tuerie. Une vraie tuerie. J'ai adoré ce qu'on m'a proposé. J'ai adoré ce que j'ai vu. J'ai adoré prendre du temps à voir la patte artistique qui m'avait été proposée de la même manière dans Shang-Chi, que j'avais adoré, que je n'avais pas vu au cinéma, malheureusement, euh, mais que j'avais adoré. Donc en fait, je crois que c'est peut-être un mois après avoir reçu donc El Famosa Télé qui est juste là. Donc vous savez, hein, c'est la télé de l'espace que je m'étais saigné le fiac pour pouvoir acheter. Donc en même temps que j'avais acheté l'ordi, du coup. Euh, c'est ouf, quoi. Et en fait, c'est ouf parce que on avait regardé ça ensemble. Il était venu à la maison, il m'a dit Seb et tout, il faut trop que tu vois Shang-Chi, c'est vraiment une tuerie, tout ça et tout. Et en plus, c'est réalisé par donc un réalisateur qui est asiatique. Alors moi, je connaissais pas du tout le gars. Je vais être très honnête avec vous. Donc Destin Daniel Cretton, je ne le connaissais pas au préalable. Sauf qu'en fait, j'avais déjà vu des trucs qu'il avait fait. Le château de verre, j'avais fait, donc je me suis mis là l'iPhone juste à côté, en fait, histoire et certain. Donc State of Grace, j'avais vu. Le château de verre, j'avais vu. Je n'ai pas vu La Voix de la Justice, ça me dit rien du tout. Et en série télé Wonder Woman, je suis passé à côté. Apparemment, c'est en 2026. Mais par contre, Shang-Chi, je l'ai bien vu. Mais de l'autre côté, il a fait aussi pas mal de choses donc, qui sont connexes à ses réalisations, en tant que scénariste, en tant que producteur aussi. Et en tant que producteur, j'ai vu State of Grace, évidemment. Et qu'est-ce que j'ai vu? Ah putain, mais j'avais vu un épisode de Tokyo Vice, c'était pas mal du tout d'ailleurs. Bon. Et quand j'ai vu Shang-Chi, je me suis dit, putain, c'est ouf que ça se prenne en amont par rapport peut-être à tous les haineux de l'espace qui ne font pas l'effort, qui ne faisaient pas l'effort de se déplacer au cinéma. C'était dommage, hein, d'ailleurs. Je m'étais dit, c'est con, parce que c'est vrai que c'était le moment en fait où je pouvais pas trop, parce qu'en fait, je bossais dans l'épicerie fine dans laquelle je bossais en fait auparavant. Et donc, vous savez, cette phase que j'ai eue de transition. Et en fait, je me suis retrouvé à surkiffer le film, en fait. Je l'adore vraiment, Shang-Chi, c'est vraiment un film que j'ai kiffé de fou. Et en fait, dans ce kiff-là, quand on avait vu, putain de merde, quand on avait vu le film ensemble, j'ai dit putain, mais en fait, il faut qu'ils reprennent ce mec, mais pour faire d'autres films de super-héros. Vraiment, on était là, hein, vraiment, on était juste là, quoi, en fait, et je me vois dire à Matt, en fait, putain, mais c'est ouf, Mino, il faut vraiment qu'ils prennent le temps de laisser ce mec-là faire du film de super-héros, parce qu'en fait, euh, il a le. Moi, je savais pas au départ qu'il était asiatique, tu vois. Et je pense que c'est important de le savoir maintenant, parce qu'en fait, ça donne quelque chose esthétiquement de différent. Parce qu'on est différent, on sort pas de continents différents en étant les mêmes, on n'a pas les mêmes troncs culturels communs, même si le tronc occidental, euh, c'est un espèce de maelstrom qui prend tout et qui l'adapte à sa sauce. C'est vrai que c'est fort, c'est aussi une des forces de la culture occidentale, c'est d'arriver chez les autres et de s'imposer d'une certaine manière, mais en même temps de prendre aussi à un moment donné les codes des autres pour pouvoir les intégrer à elles-mêmes et tout, ça c'est fort. C'est vrai que vous voyez pas ça par exemple dans le cinéma chinois, euh, le cinéma chinois normal, pas le cinéma chinois de grand public, mais vous voyez pas ça dans le cinéma japonais, c'est pareil. Le cinéma coréen, j'en parle pas non plus. Donc c'est vrai que, mais
et vice-versa, en fait. On a très peu de codes de chez eux qui viennent chez nous, sauf si c'est des codes qui sont ultra, je vais dire ultra codifiés, ça veut rien dire, mais en fait, qui sont ultra millimétrés sur des techniques spécifiques. Sans ça, y a rien de chez eux qui transparaît chez nous, et vice-versa, hein, c'est pas grave. Et c'est un peu la même chose pour le cinéma sud-américain. Aussi, le cinéma indien, je vous en parle même pas. Si vous connaissez, vous savez un peu de quoi il en retourne. Et du coup, voilà. Et donc, du coup, quand tu regardes Shang-Chi, donc que j'ai vu, Shang-Chi, j'ai dû le voir, je pense, une quinzaine de fois. Donc, quand j'aime bien, j'ai pas de mal à être généreux. Et donc, Shang-Chi, en fait, on le voit ensemble. Il me dit, bah putain, vas-y, Seb, je viens avec le truc et tout. On se met le Blu-ray de l'enfer dans la console, on regarde ça, une dingue. Moi, je passe un moment de fou furieux, et il y a des références, donc quand je vous dis ce côté ultra codifié, c'est ce côté Kamehameha, etc., qui est présent, en fait. Et avec, comment il s'appelle, c'est Samuo Louis, je crois, un truc comme ça, Samuo Liu, pas Louis. Et je me suis dit, putain, balèze l'Asiate, quoi, tu vois, il a du charisme, donc l'acteur, l'actrice, par contre, qu'ils ont pris pour le rôle féminin titre, donc c'est le rôle secondaire, en fait. C'est pas possible, c'était Aquafina, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et c'est con parce qu'en fait, donc la sœur du héros, elle a un charisme, elle a un flow de fou, elle passe tellement bien à l'écran. Euh, je connais pas Shang-Chi en comics du tout, donc je sais pas si les personnages correspondent. Bon, j'avais vu un peu que c'était plutôt bien foutu, mais là vraiment la meuf qui joue sa sœur, du coup, elle est mais tellement pépitesque, elle a du charme, enfin elle a du charme parce que justement, enfin elle est charismatique, donc elle a un charme fou. Et en plus, mais quand il faut rentrer dans la baston, mais c'est cohérent, quoi, en fait, c'est cohérent et c'est carré. Et donc merde, attends, je viens de dire son nom. Je m'en souviens plus. Attends, je vais regarder. Hop là. Voilà, comme Simo Liu. Euh, et évidemment, en plus, putain, mais oui, j'oublie, il y a Tony Leung en plus à l'intérieur, donc bon, forcément, c'est la classe. Et Michel Yeo. Donc, bon, Michel Yeo, impossible de rivaliser avec ça, c'est fou. Et donc, du coup, je me dis, putain, prochain film du mec, je me déplace. Si ça propose un film de super-héros, vraiment, je me déplace parce que ça me fait envie. Et en fait, en film, il ne réalise rien de 2021 jusqu'à 2026. Donc, dans le lot de ce que je vois marqué là, donc sur Wikipédia, vous pardonnerez, il y a Wonder Woman pour 2026, mais en série télé, mais en film, en fait, de Shang-Chi jusqu'à Spider-Man, il ne réalise rien. Et donc, je suppose, on va aller loin, on va faire la supposition, qu'il ne réalise rien justement pour pouvoir commencer à travailler là-dessus, parce que quand tu es dans les équipes Marvel, Sony, etc., bon, tu dois avoir des laissés-passer de l'enfer, tant mieux, hein, d'ailleurs, si c'est pour proposer des trucs comme ça. Et ce Spider-Man Brand New Day, les gars, je l'ai vu la semaine dernière avec Mathias, et hier, je l'ai vu avec Bene Pop Club Culture Popcorn, euh, légendaire DVM, donc Christophe. Je me suis régalé une deuxième fois. Alors bon, dommage, parce qu'on l'a vu en VF. Voilà, je préfère regarder mes films en VO, mais bon, ça c'est pas grave. Euh, on l'a vu en VF. Bon, la VF, j'arrive pas, j'arrive pas. Sur ces films-là, en fait, c'est tellement important, je trouve, les nuances qui sont apportées par les acteurs et tout. Ça permet justement de voir vraiment qu'est-ce qui est demandé aux acteurs. Donc, bon, je vais pas critiquer, je critique pas les comédiens de doublage, hein, au contraire, c'est un super boulot, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce genre de truc. Mais c'est vrai que là, quand tu vois le film en VO et que tu le vois en VF, ça ressort pas de la même manière. C'est la vie, c'est comme ça, c'est pas grave. Et en fait, donc, ce second visionnage, il est voulu, donc c'est vraiment volontaire de ma part. Parce que, donc là, c'était pas tant pour me concentrer sur la qualité des acteurs et comment ils avaient été dirigés. Et donc, je change pas mon fusil d'épaule, mais je me dis que malgré pour moi le manque de charisme de Tom Holland, quand il est dirigé, ben, il joue bien. Et c'était tout le problème qu'il y avait dans la trilogie précédente dans laquelle il était, où c'était pas bon, mais c'était pas bon parce qu'en fait, le John Watts de mort, là, il a fait que de la daube absolue. Tu peux pas faire ça avec Spider-Man, quoi. C'est la poule aux œufs d'or de Marvel, quoi. Tu peux pas faire ça, c'est impossible. Et je sais pas qui a choisi de l'imposer. Je pense qu'il doit être dans l'écurie de chez Sony. Je pense que c'est eux qui ont dû l'imposer. J'imagine. Enfin, moi, j'allais dire, j'imagine mal Disney faire ça, mais. Euh,
dans le pool de réa de chez Sony, peut-être qu'il y est dedans, tu vois. Mais vraiment, c'était pas possible, quoi, en fait, c'était pas possible du tout. J'ai pas vu encore l'Odyssée. On va aller le voir avec Jimmy. On se déplace à Montpellier pour aller voir ça. Donc vous voyez que c'est vraiment les fans de ciné. Lui, c'est parce que c'est la culture hellénique et surtout la partie mythologie. Moi, c'est parce qu'il y a cette partie-là qui me plaît beaucoup. Je lis l'Odyssée, j'allais dire entre guillemets une fois par décennie, mais en vrai, c'est vrai. Je trouve que c'est passionnant en fait à lire. Et j'ai terminé l'Odyssée il y a pas très longtemps, il y a peut-être un an en arrière à tout casser. Et je l'ai. Non, c'est pas là, j'ai quoi là? Là, j'ai. Bordel, quoi. Oh my god. Là, il y a. Ah bah si. C'est l'Odyssée, mais en fait, en dessous, j'ai Énéide de Virgile. Que j'adore aussi. C'est des bouquins que. C'est mes bouquins que j'ai depuis. Celui-là, l'Odyssée, celui-là, je l'ai depuis pas si longtemps que ça. Parce qu'en fait, auparavant, je lisais la version qu'on nous avait fait lire à l'époque, quand j'étais à l'école à la Cordaire, dans une version très particulière, euh, où on avait eu le Minotaure et tout aussi, qui étaient vraiment des beaux livres en fait, des beaux livres, hein, qui donnaient envie d'être lus, même pour un enfant en sixième. Et j'ai appris justement, en fait, je pensais, peut-être idiotement, stupidement, je pensais que c'était quelque chose qu'on avait en tronc commun de manière globale, et en fait, pas du tout. J'ai appris que la majorité des gens n'avaient pas lu l'Odyssée, et je me dis c'est ouf parce qu'en fait ça aide à conditionner, même si c'est très dur à lire. Alors évidemment pas en sixième, moi j'étais à la Cordaire, donc les mecs c'était des fous furieux, hein, évidemment, donc ils faisaient faire enfin, des dingueries comme ça en sixième. Tu dis mais putain, mais tu fais pas lire ça à des gosses. Enfin, je pense en sixième, t'as quel âge? T'as 10 ans peut-être, un truc comme ça. Tu fais pas lire ça à des gosses de 10 ans, mais si. Il fallait faire ça. Après, on avait fait Minotaur, c'était un peu plus sympa. C'était plus facile aussi à lire, mais bon, bref. Et putain, je vois, j'aime trop, quoi, vraiment. C'est dans les collections folio classiques en plus, je sais pas, c'est ouf. Bref. Désolé, parce qu'en fait, je suis amoureux de ces bouquins, vraiment, je les adore, ces livres, ils sont trop chouettes, quoi. C'est un peu des livres de chevet. Énéide, je l'ai pas lu autant de fois. Homère, l'Odyssée de Homère, j'ai dû le lire. Je crois que à l'école, j'ai dû le lire deux fois, parce qu'on l'a lu une fois quand je suis en sixième, mais je crois qu'on avait fait des études de cas, enfin des études de texte qu'il y avait à l'intérieur des textes de Homère euh, pour l'Odyssée, et du coup c'est vrai qu'en fait, moi j'ai besoin de me mettre dans le contexte, et en fait si je me mets pas dans le contexte, c'est un enfer, je comprends rien. Et premier degré, je dis que je comprends rien parce que vraiment je suis à la masra complet. Et Virgile, Énéide, j'aime l'écriture, enfin j'aime l'écriture, j'aime comme c'est transposé, parce que bon, alors on n'a pas ces textes, c'est pas lui qui a écrit, mais j'aime comme c'est transposé, ce que Virgile a pu proposer en fait comme, euh, comme héritage dans Énéide, ça me touche beaucoup. Même, alors après par contre je suis moins enclin, ça me parle la mythologie grecque, par contre la philosophie grecque, moins, plus sur la philosophie romaine, euh, pour le côté antique de nos cultures en fait, donc sur le côté occidental, enfin européen mais occidental surtout, j'ai plutôt tendance à partir sur le côté romain que sur le côté hellénique, grec, parce que la philosophie romaine, je trouve, c'est pas qu'une impression, je trouve qu'elle s'adapte mieux au cas concret. Elle est moins, euh, elle est moins vaporeuse. Je sais pas si c'est le bon terme. Je voudrais pas offenser qui que ce soit là-dessus parce que je sais que c'est très chasse gardé de beaucoup de gens. Mais bon, bref, je suis parti ailleurs là. Et donc voilà, donc avec Jimmy, on va se déplacer au Cinoche là à Montpellier pour aller à l'Odysseum là, pour aller à voir en vrai 70 mm donc l'Odyssée. Du coup, on va à l'Odysseum pour voir l'Odyssée. Franchement, c'est on dirait un fait exprès quoi. Donc let's go Montpellier quoi, ça va être trop cool. Et en courant septembre, on fait ça. Ça sera trop bien. Et du coup, voilà, donc je ne vais pas voir ce film-là volontairement au préalable pour pouvoir le voir dans les meilleures conditions possibles. Donc on a la salle hein, à Marseille, enfin à Marseille, sur Marseille, à côté, à plan de campagne, dans le cinéma de Pathé en fait. Il y a une salle qui a été construite, hein, qui a été ajoutée. En plus, moi d'ailleurs, c'est ce que je me dis, mais mec, vous êtes vraiment trop con, vous avez fait une salle en plus.
Enfin, une salle. Vous avez construit un bâtiment nouveau en plus pour faire une salle IMAX, mais pourquoi vous n'avez pas fait une salle true IMAX, quoi, en fait? C'est complètement con. Vous êtes dans la plus grande ville du sud de la France. Les gens, ils payent. Les gens, ils sont prêts à payer pour ça, en fait. Mais bon. Et donc, du coup, je me suis donc redéplacé donc, avec Christophe donc, lundi, donc le 10 août 2026, parce que j'avais pas dit la date non plus, pour revoir Brand New Day, histoire de me focaliser aussi différemment sur tout ce qui était intention de réalisation, du coup. Je crois que, en fait, malgré mon second visionnage, le seul point noir que j'ai, vraiment, ça me fait mal au cœur de le dire parce que je l'adore. Je serai plus jeune, j'irai faire tout ce que je peux pour me marier avec elle parce que je trouve qu'elle est sublime et en plus elle a un talent incroyable. C'est Sadie Sink, je trouve elle a un charisme de fou furieux, vraiment. Euh, pour jouer Jean Grey, mais le problème c'est qu'en fait c'est pas un ennemi naturel de Spider-Man, quoi, en fait. Ça me gêne de fou. Et ça me gêne de fou parce que euh, quand je vais voir Spider-Man, je veux voir le Spider-Verse. Vous me cassez les couilles depuis des années avec votre Spider-Verse de mort pour pas perdre les droits. Vous avez fait tout et nimp. Craven, vous avez fait, j'ai pas vu, je sais pas si c'est bien. J'aimerais bien voir, hein, vraiment premier degré. Je pense que je vais regarder ça à la téloche là. J'ai vu Madame Web, donc malgré tout le potentiel de Sydney Sweeney, comprendra qui pourra. Euh, bah, c'était pas bon, quoi, tu vois, c'était pas bon du tout. Morbius, Morbius, quoi, tu vois. Donc vous avez fait tout ça pour pouvoir garder les droits, je comprends, je blâme personne, je comprends. C'est une poule aux œufs d'or, hein, c'est ce que je disais au préalable, vraiment, c'est une poule aux œufs d'or. Et donc vous capitalisez à mort là-dessus, je comprends. Mais est-ce que, dans tout le fucking bestiaire de Spider-Man, vous pouviez pas mettre un perso qui soit un ennemi naturel de Spider-Man, qui soit un ennemi principal. Et à côté, pas mettre en annexe, je comprends que ça aurait été difficile, mais peut-être mettre ça en exergue avec la capacité de Jean Grey, donc où on a vu complètement qu'il y a déjà le Dark Phoenix qui est complètement présent. Hein, si on nous redconne ça par la suite, si on annule ça par la suite, ça va être compliqué à avaler parce que là on voit bien dans ce film qu'il y a quelque chose qui se déclenche à un moment donné qui est complètement dingue, qui fait penser, je sais pas si vous vous rappelez, du premier X-Men, où euh, c'est Magneto qui se met à l'intérieur du cérébro trafiqué, donc aux alentours de New York, je crois, ou carrément dans la Statue de la Liberté, je sais plus trop, bon bref, peu importe, euh, pour pouvoir rendre les gens mutants. Et il y avait cet effet là de vague toute blanchâtre et tout, c'était très beau pour l'époque. Alors pour l'époque, je sais pas si ça a bien vieilli, mais les effets spéciaux des films de ces années-là, majoritairement, ils ont plutôt bien tanké le temps, même si évidemment, on voit beaucoup plus les trucages maintenant, mais bref. Et, euh, et en fait, cette vague-là, donc qui se produit à la fin, est un peu la même, et à la fin des X-Men, mais qui se produit aussi à la fin de Brand New Day. Ça m'a fait penser à ça, cette vibe-là. Et ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je sais pas si c'est Connex, s'il a fait exprès ou pas. Mais j'ai beaucoup aimé qu'il propose ça de cette manière-là. C'est ce que je disais au préalable. Donc vous le savez, moi, Zendaya, je peux pas, j'y arrive pas, de manière globale. Et Tom Holland, je trouvais qu'il avait du charisme quand il était minot, quand il était petit, donc dans The Impossible, là, film tiré d'une histoire vraie apparemment, c'est pendant le tsunami là qu'il y avait eu en Asie du Sud-Est là. Il était là, ce minot, et putain, mais il était incroyable, quoi, vraiment, il dégageait quelque chose, et puis c'est un enfant en plus, donc il donnait envie de l'aider, de le secourir, de porter en aide pour lui. Et moi, dès le départ, vraiment, c'est vrai que le Spider-Man, je n'y arrivais pas. Voilà, j'arrivais pas.
Et c'est la direction la direction d'acteur, pardon, qui devait pêcher parce qu'en fait, là, dans Brand New Day, je le trouve toujours pas charismatique. En revanche, il est dirigé et ça se sent. Tu sens que le gars qui est à la direction, donc le réalisateur, il est là pour cadrer exactement, pour demander à ses acteurs tout ce qu'il veut. Et donc, pour Zendaya, donc, où Zendaya, je trouve qu'elle est flawless, donc ça vraiment c'est incroyable. Elle a un flow perpétuel, mais je ne la trouvais pas, pardon, excusez-moi, je la trouvais pas forcément exceptionnelle. Puis, c'est quoi, en 2021, 2020 ou 2021, je sais plus quand c'était Dune le premier. Il y avait les bandes annonces de Dune, et à l'intérieur du film Dune, elle joue Shani, donc le love interest de Paul Atreides, et en fait, elle était iconisée à mort, évidemment pour la rendre désirable. Et vraiment, Denis Villeneuve, il a fait un taf, mais de niquer de l'enfer, mais vraiment un truc de fou. T'as envie de tomber amoureux, t'es obligé de tomber amoureux. Tu regardes ce côté, donc pareil, ce côté vaporeux qu'il a su donner donc dans le désert, puis la musique qui va avec, là, vous savez, ces chants là, tout là, ça c'était incroyable quoi en fait. Euh, Parce que ça allait vraiment, ça allait de concert avec ça, et donc ça lui donnait un flow en plus, et ça la rendait charismatique. Mais ça la rendait charismatique parce qu'elle a du charisme, et donc je suis revenu sur ce que je pensais au préalable, et ça m'a donné envie de voir Euphoria, où elle a le rôle titre. Donc j'avais vu saison 1, saison 2, pépite. Alors je sais que c'est pas une série qui s'adresse pour les gens de ma génération, parce que je suis plus vieux, comme Spider-Man Brand New Day, donc où je vais venir là-dessus, où je regrette un peu de pas être plus jeune pour pouvoir profiter de cette subtilité-là d'une autre manière, parce qu'évidemment, j'ai le regard et la culture, donc je vais pouvoir regarder le film différemment aussi, mais il y a un peu de regret de pas être plus jeune pour pouvoir saisir à 100% à ce qui est proposé à l'intérieur de ce film-là, pour pouvoir se dire ah putain, ça c'est le film de ma génération, tu vois. Ça c'est ouf hein, d'avoir des films comme ça qui peuvent passer là ce côté générationnel. Et donc je retourne, je fais un retour vite fait sur Dune. On attendait donc Dune 2, où tu te dis putain dans Dune 2 ça va être incroyable, et en fait je trouve à titre perso qu'elle est encore plus charismatique dans Dune deuxième partie, donc partie 2, parce qu'en fait on nous l'a tellement bien amenée et construite euh, dans l'épisode 1, donc dans la partie 1 de Dune, que quand on arrive dans la seconde partie, mais il y a tout ce cursus-là, en fait, tout ce cursus vaporeux, tout ce cursus... euh, on a joué avec nous, on nous a manipulés, en fait, tu vois, on nous a manipulés, et ce que j'aime bien, tu vois, là-dedans, c'est... On m'a manipulé, et en fait, j'ai aimé cette manipulation, parce qu'en fait, à l'intérieur de la deuxième partie, quand on arrive au bout et qu'elle est trahie par l'amour qu'elle lui donne, en fait, on prend son parti à elle, on prend pas son parti à lui, alors que c'est lui qu'on suit. C'est fort, même si voilà, c'est comme ça, c'est le parcours qu'il est obligé d'avoir, tout ça et tout. Et là, dans les bandes annonces de Dune 3, de Dune partie 3, pardon, ça me fait le même effet. Je me dis, putain, c'est ouf. Et évidemment, il y a Florence Pugh à l'intérieur, comme dans Spider-Man Brand New Day, évidemment, parce que c'est la Black Widow de maintenant. Donc, si vous avez vu Thunderbolt, vous le savez. Si vous avez vu Black Widow, le film, évidemment, vous savez qu'on ne parle pas que de Black Widow Scarlett Johansson, mais on parle de Black Widow, évidemment, Florence Pugh. Donc, du coup, c'est trop, trop fort. Très très bonne comme d'habitude dans tous les sens du terme. C'est vulgaire mais je m'en bats, c'est bof mais je m'en bats les couilles. euh, Elle est géniale parce qu'en fait au-delà du charisme qu'elle a, donc là pareil, Florence Pugh c'est charisme absolu, mais en plus elle a ce côté elle a ce côté un peu genre bon pote, alors que le côté donc un peu sassy Zendaya tout ça et tout, elle l'entretient bien avec tout le cast, et c'est là par contre où je trouve que c'est très très fort. Et où on voit autre chose. Donc, alors peut-être que je suis biaisé, ou peut-être qu'on est biaisé parce qu'on sait que donc Tom Holland et Zendaya ils sont en couple, donc c'est cool. Mais je trouve qu'à l'écran, dans ce film, j'avais eu une scène comme ça aussi dans Spider-Man, c'était le No Way Home, où en fait ils sont sur le toit et où elle se retourne vers lui, elle lui dit oui mon maître
mon maître araignée ou Master Spider ou un truc comme ça. Elle se retourne vers lui, et là je m'étais dit, ouf, c'était genre un plan, c'était pas imperceptible, mais c'est presque imperceptible en fait, ouais, c'est ça, tu sais. C'était là, tu voyais, et je m'étais dit, oh waouh. Et tu sais, elle était allongée, elle se retournait vers lui pour le regarder, et c'était, pour moi, c'était ouf, tu vois. Là, il y a un moment où, donc, il y a du spoil, hein, les gars, vous avez vu que je vous dis ce qu'il y a à dire, hein. Il y a un moment où elle est possédée, donc du coup, par Jean Grey, du coup, euh, et où son expression change, et quand son expression change, mais elle est glaciale. Et c'est ouf parce que arriver à être glacial de cette manière-là, euh, ce que je veux dire, c'est peut-être con, euh, ça joue en sa faveur pour donner une profondeur de ouf à son panel. Je l'ai vu dans Challengers, j'ai beaucoup apprécié, c'est assez particulier, mais j'ai assez apprécié. Mais là, vraiment, elle m'a tué parce qu'en fait, c'est elle qui joue. Alors, elle joue elle-même possédée, mais ça marche. Et, et en fait, j'ai adoré les interactions qu'ils avaient ensemble quand ils sont dans le bateau du Punisher, enfin dans la maison du Punisher, enfin c'est son bateau quoi. Quand quand elle est en train de lui parler, qu'elle a fait le dessin entre Ned et lui, tout ça et tout, et qu'elle est en train de lui parler, le regard qu'elle lui donne. Euh, je sais pas si c'est parce que elle est douée de fou, ou parce que en face d'elle, elle a son amoureux, l'homme qu'elle aime, l'homme avec qui elle s'est mariée du coup et tout. Mais ça marche de dingue en fait. Je trouve que ça marche de dingue. Et on le voit donc quand ils se mettent à parler l'un sur l'autre, ça marche tout le temps. Donc ça marchait déjà au préalable, donc même mal dirigé. Mais là, bien dirigé, ça marche encore mieux parce qu'ils font ça une fois. Quand ils se retrouvent tous les deux face à Ned, justement, en introduction de Spider-Man pour Ned. Et en fait, et putain, mais c'est ouf. Je sais, tu sais, c'est dingue, tu sais. Je sais que ce que je vois à l'écran, c'est des acteurs qui jouent un rôle. Mais sachant qu'ils sont, donc, IRL en fait, en couple, on fait forcément. Enfin, je sais pas si vous faites aussi, vous, comme ça, mais moi, je fais forcément la transpo et je transpose le fait que. Mais putain, mais si dans la vie de tous les jours, j'imagine bien que c'est pas comme ça toute la journée, mais si ça fonctionne aussi bien que ça, aussi bien que cette synergie qu'ils ont à l'écran IRL, mais c'est le couple parfait. Premier degré. Je parle pas esthétiquement ou pas savoir s'ils vont ensemble ou pas, je m'en bats les couilles, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je regarde, c'est vraiment la connexion qu'ils ont. Et cette connexion euh, d'acteurs qu'ils ont ensemble, je trouve que c'est fort. Je trouve que c'est fort. Après, elle démontre qu'elle est capable de le faire avec plein d'autres gens, parce qu'effectivement, on le voit, donc moi je le vois, j'ai vu un brin ça avec Hunter Schafer dans Euphoria, où il y a quelque chose de très particulier, puis bon, ça touche en plus une corde sensible très forte de cette époque et de cette génération, donc des gens plus jeunes que moi. Euh, et ça marche. Pareil dans Dune, ça marche. Dans Challenger, ça marchait de fou aussi. C'est un peu une allumeuse de fou, donc ça marchait aussi. Donc vraiment très 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 fort. Le meilleur casting pour moi de l'histoire des super-héros, là je crois que pour moi il n'y a pas de débat à avoir, c'est John Bernthal. John Bernthal en Punisher, dans les séries Netflix, Marvel, c'était déjà une tuerie. Malgré le fait que j'adore Charlie Cox, je le surkiffe de fou, je trouve que pareil c'est un casting de baiser. Mais vraiment, putain, mais les mecs de Netflix, les directeurs de casting ou le directeur ou la directrice de casting qui a casté John Bernthal pour jouer le Punisher, moi, j'ai kiffé les deux séries que j'avais, enfin les deux saisons de la série que j'avais vues euh, de, de Netflix, Marvel Netflix. Bon, maintenant, c'est les séries qui sont passées sur Disney+. Mais vraiment, mais putain, mais c'était incroyable hein, quand on voyait même dans le Punisher, je crois que c'est dans, bon, on le voit dans d'autres séries aussi. Je crois qu'on le voit
Je crois pas. On le voit dans Daredevil, ça c'est sûr. On doit le voir peut-être dans Jessica Jones ou dans Luke Cage, un des deux, peut-être, probablement. Je sais pas, mais bon, vous m'en tiendrez par rigueur. Mais vraiment une tuerie. Du coup, donc, hier, quand je suis revenu du Cinoche, donc j'ai regardé une série spécifique, donc j'ai regardé Echo, et j'ai fait, la semaine passée, j'ai fait She-Hulk exprès, et après j'ai fait c'est un one-shot en fait qu'ils ont fait là, Marvel Spotlight, je crois que c'est, pour le Punisher, c'est One Last Kill. Euh, L'épisode est pas merveilleux, mais c'est pas grave, ça nous donne l'occasion de le voir lui en Punisher, et en vrai, moi, mais tout pour une minute de plus de ce mec-là en Punisher, il est trop fort. Il est trop fort, vraiment. Il a l'attitude, il a le poids du monde sur ses épaules, ce pauvre mec, et vraiment, ça déglingue. Et c'est terrible parce qu'en fait, c'est dingue. J'avais vu le Loup de Wall Street après, parce que je l'ai pas vu au Cinoche, j'avais vu le Loup de Wall Street après avoir vu la saison 1 du Punisher. Et c'est terrible parce qu'en fait, donc John Berntal, je l'ai vu dans plein d'autres rôles. À chaque fois que je le vois, c'est le Punisher. C'est pas qu'il a pas de panel de jeu ou quoi, bien au contraire d'ailleurs, mais il est tellement le personnage qu'en fait, à chaque fois que je le vois dans autre chose, je ne le vois jamais dans un autre rôle que dans ça. À la différence, par exemple, d'un DiCaprio qui joue un rôle différent à chaque fois, où je vois Leonardo DiCaprio qui joue un rôle et à un moment donné, DiCaprio s'efface et je vois le rôle qu'il me propose. Là, pour John Berntal, c'est terrible parce qu'en fait, je ne le vois plus qu'en Punisher. Il y a le Punisher donc à l'intérieur de Spider-Man Brand New Day. C'est une tuerie. Je ne dis pas que c'est le meilleur personnage du film, c'est pas ça. Mais pour moi, c'est impossible de passer à côté de ça. Si vous avez vu le film et que vous ne parlez pas de ça, c'est qu'il y a un problème parce que vraiment, le casting de ce mec, c'est ouf. Le casting global de ce qui s'est passé de la parenthèse Defenders euh, pour, euh, pour Netflix, c'était un casting qui était ouf. Il y avait donc Charlie Cox, il y avait donc John Berntal, il y avait c'est Finn Jones, non, pour Iron Fist. Je me rappelle plus. Pour Luke Cage, putain, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Cruel. Et c'était Kristen Ritters. Kristen Ritter. Pas Ritters. Reader. Pour Jessica Jones. Jessica Jones que j'ai adoré. Pour moi, c'est la meilleure série de Netflix tout court. C'est juste dans tout. Mais vraiment tout court, hein. C'est même au-dessus de Stranger Things, tout ça et tout, saison 4 et tout, où il y a Sadie Think évidemment. Mais non, vraiment, vraiment au-dessus de tout, je suis amoureux de cette série. Et j'étais amoureux donc vraiment de ce qu'ils avaient fait en package de ces quatre héros-là. Euh, Malgré le fait que Defender, c'était pas ouf, on va pas se mentir. Je n'ai jamais vu la saison 3 de Daredevil, mais avec Marie, on a commencé, avec Marinette, donc sur Discord, on a commencé à faire Daredevil. Mais alors, on n'a pas avancé, donc moi je vais avancer là tranquille, parce que je n'ai pas commencé à regarder Born Again. Donc Born Again qu'il faut que je regarde, évidemment, pour pouvoir aussi me faire les Punisher, enfin les épisodes du Punisher qu'ils ont fait pour Disney Plus aussi. Donc Born Again, c'est Daredevil chez Disney, qui a l'air vraiment sympa. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment intégré les codes. Et donc je vous dis qu'ils ont intégré les codes parce que donc j'ai vu donc Spider-Man Brand New Day. Évidemment, ils ont mis les codes et surtout, en allant voir Spider-Man Brand New Day, je me suis dit, ok, je vais regarder ce que j'ai pas vu comme série. J'ai donc regardé tout ce que je n'avais pas vu de Moon Knight. Donc j'ai repris Moon Knight à zéro. Je valide. Je passe à côté. Je vais pas dire que c'est naze à chier, à souhait, mais je passe complètement à côté. Je sais pas, j'arrive pas. Il y a tout qui me plaît à l'intérieur. Comment il s'appelle? C'est Oscar Isaac. Je l'adore. Je l'avais adoré déjà dans Drive à l'époque. Je- Tu vois, enfin, j'ai toujours suivi de près ce qu'il proposait. Vraiment, j'aime bien, tu vois, ce qu'il propose. Je sais pas, il a quelque chose de particulier, cet acteur, de charismatique, pareil aussi. Je le trouve beau même, je trouve que c'est un acteur qui est assez beau à l'écran, qui passe bien. L'actrice qui tient le rôle titre, c'est pareil aussi, et tout est là. Et putain, et en fait, je sais pas,
Il y a Ethan Hawke aussi à l'intérieur, tu vois. Je me dis, putain, ça devrait marcher. Le mec, il a tout pour lui, quoi. Elle marche pas, cette putain de série. Je comprends pas. Ça devrait être titanesque. Et en fait, je trouve que c'est flopesque. Avec Mathias, on en avait parlé à l'époque. Il m'a dit, Seb et tout, faut que tu fasses et tout. Jusqu'à l'épisode 3, je crois, ou l'épisode 4. J'ai dit, mais gros, il y a 6 épisodes. Si ça s'est pas lancé au bout des 2 premiers, enfin, je passe, tu vois. Moi, c'est next, en fait. Et, euh, et surtout, on s'entend, c'est pas une série où il y a 13 épisodes par série, par saison, où il y a 15 saisons. Là, il y a une saison, 6 épisodes, tu vois, ou 7 épisodes, peut-être à tout casser. Je suis passé complètement à côté. Et ça va vous choquer. J'ai. Putain, j'allais dire j'ai adoré. J'ai pas adoré, mais j'ai beaucoup aimé le format de She-Hulk, en fait. Euh, J'avais très mal jugé, j'avais préjugé d'ailleurs, parce que j'avais vu l'épisode 1 et en fait quand ils sont en coloc ensemble avec Bruce, à un moment donné elle prend une Jeep et elle veut lui rouler dessus et lui il a du mal à arrêter la Jeep. Et moi quand je vois ça je me dis mais attends mais dans Avengers mec tu mets une patate au putain de Chitori de l'espace qui fait 15 km de long, tu le sèches d'un coup, tu l'arrêtes net quoi en fait. Alors vous allez me dire oui mais il était dans sa forme euh, Hulk smash machin et tout, là il est euh, Banner Hulk, Banhulk, tout ça et tout. Ok, mais respectez le mec quand même, enfin respectez Hulk, putain. Mais Hulk, c'est la force brute, c'est impossible de faire un truc pareil. Et donc, dans ce premier épisode, en fait, ils amoindrissaient ce qu'il était lui, évidemment pour faire un glow-up sur elle. Et je me suis laissé avoir, et ça c'est ouf. Je me suis laissé avoir, et j'en ai parlé avec Christophe hier dans la bagnole quand on a été Christophe, c'est pop culture. Quand on a été au cinéma, parce qu'il est venu me chercher, en fait, il me dit ah non mais Seb, mon poulet, tout ce wokisme et tout, j'en peux plus. Et c'est ouf parce que moi, j'aurais plutôt tendance à être comme ça aussi. Sauf que là, pour moi, c'est tous les codes du wokisme, mais qui se retournent contre elle en fait. Parce qu'il n'y a rien pour elle tout le long de cette putain de série. Elle ne fait que subir. Elle ne prend pas de décision euh, elle-même à proprement parler. Évidemment, elle décide pas de se faire éclater en devenant un Hulk elle-même, donc She-Hulk. Ça, c'est marrant d'ailleurs dans la série même où elle dit putain j'ai même pas pu décider de mon nom. Ça c'est assez marrant de se dire donc son nom de héros et donc en fait c'est un des fils rouges de cette série, c'est jusqu'où va le patriarcat, donc ça marche pour vouloir valoriser une certaine forme de défense, mais ce qu'il y a de génial, c'est qu'en fait, elle ne fait que subir. Elle choisit pas son nom, parce que c'est le public qui donne un nom, enfin c'est le public, c'est des médias hein, qui donnent le nom, mais enfin c'est une partie donc du public, puisque c'est les médias. Euh, en tant que elle, pas en tant que She-Hulk, c'est ça le truc qui est très fort. Et en fait, les rôles se renversent, donc en fait les rôles se renversent, mais pas quand elle est humaine, quand elle est en Hulk. Quand elle est en Hulk et qu'elle met l'espèce de Tinder, enfin l'appli de rencontre qu'elle utilise, elle est full match à mort. Et parce que les mecs, ils veulent tester. Parce que bah on est comme ça, les filles, si vous savez pas, les filles, les femmes, si vous avez oublié, on est des mecs, il faut qu'on teste. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Et on est des testeurs, on est des chasseurs, donc on est des testeurs. Et en fait, c'est très très bien mis en avant en fait. C'est bien mis en avant, et je pense que ce qui a été mis en avant de manière globale, c'était la parole du contre-wokisme. Donc je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait appeler ça, tu vois. Mais le truc qu'il y a de génial pour moi, c'est que donc, encore une fois, c'est pas pour faire le connard prétentieux de dire oh non, mais vous avez vu She-Hulk, mais vous n'avez pas compris le message sous-jacent de. C'est pas ça du tout. Et c'est pas pour faire genre actually, moi je sais mieux, non, c'est pas ça du tout. C'est en fait, je propose ma lecture à moi. Et le truc, c'est qu'en fait, dès le début, donc, pareil, donc c'est exactement ce dont on parlait hier, où je dis, moi, ce qui me plaît avec ce personnage, parce que c'est aussi dans le comics, enfin, pas dans tous les comics, mais dans une partie de certains comics, quand j'étais minot des fois et que il y avait du crossover Hulk, moi je disais Hulk, donc voilà, hein, j'étais binaire complet, c'était Hulk, c'était les muscles, et c'était vas-y, let's go, on s'en bat les couilles, on veut Hulk, on s'en foutait de Banner. Bon, ben des fois elle y était, et en fait elle nous parlait, tu sais, c'est ça, c'était trop marrant, tu sais, alors elle nous parlait pas tout le temps, mais en fait,
il y avait ce brisage de quatrième mur qui était assez marrant. Et, euh, et là, elle le fait tout le temps. Mais en fait, ça marche parce que, donc contrairement aux autres épisodes de Deadpool où ça ne marche pas à part dans le premier, ou enfin en tout cas où pour moi ça marche pas à part dans le premier, ça marche moins, pas que ça marche pas, mais ça marche moins, parce que ça fait partie de l'ADN du personnage, c'est que là, en fait, on nous la met pas dans une série normale. On nous la met dans un soap. Dans un soap opéra, en fait. Donc dans une série qui dure 30 minutes. Donc c'est une série de... Tu sais, c'est le format sériel, en fait, qui est fait exprès pour te vendre quelque chose. Et en fait, le fait d'utiliser ce format-là, à l'intérieur de toutes les séries que vous avez pu regarder comme ça en soap, que ce soit Notre Belle Famille, Une Nounou d'Enfer, Papa Bricole, tous ces trucs-là, mais à un moment donné, on s'adresse à vous. On brise le quatrième mur parce qu'en fait, on a quelque chose à vendre. Et là, c'est pas le wokisme qu'on nous vend, justement. C'est pas la même chose. On vous vend pas le wokisme. Pour moi, on vous vend un scénario qui est pas cousu de fil blanc et qui va à l'envers de tout ce que le wokisme propose parce qu'elle ne décide de rien et en plus, elle ne fait que subir tout du long. Sauf quand elle est en She-Hulk où là, elle décide. Elle décide, mais parce qu'elle peut, parce que avec cette phase-là, elle est super-héros, super-héroïne. Donc, on arrive jusqu'au bout et je le piffais. Donc, j'avais rien lu, ni rien. À l'époque, j'en avais parlé, je sais plus avec qui, je crois que c'est avec Matt justement qu'on en avait parlé. J'avais dit, tu vas voir, à la fin, elle va sortir tout le quatrième mur et ils vont nous mettre un truc pété à la gueule, genre remonter le temps pour aller voir Walter Disney, remonter le temps pour aller voir, j'en sais rien moi, tu sais, Stanley, Ditko, j'en sais rien, ou peu importe qui a bien voulu générer tout ce merdier Marvel pour pouvoir dire putain mais c'est pas ce que vous avez prévu pour mon perso, qu'est-ce qui est prévu machin. Pile poil. Alors pile poil, d'une certaine manière. En fait à la fin, elle prend le contrôle. Ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, dans le quatrième mur, elle prend le contrôle de votre télé. Et comme ça, c'est une série et que vous êtes obligé de le regarder à la télé, ça marche à 100%. Et en fait, c'est génial parce que ça marchera toujours. Contrairement à Deadpool où en fait ça marche plus parce qu'en fait euh, ça marchait un peu dans le 3, c'est quand ils arrivent et qu'il y a le logo de la Fox derrière qui est éclaté et qui va commencer à se battre avec Logan justement. Euh, mais où c'est trop, tu sais, c'est vous languissiez de voir ce combat, machin ainsi, où c'est trop in your face. Et donc, où du coup, quand ça passe à la télé, ça marche plus, et donc t'as pas de cinéma, enfin, majoritairement, les gens n'ont pas de cinéma chez eux, dommage d'ailleurs. Euh, ou alors ils ont pas forcément, la télé en question, mais même une télé en question, ça reste une télé. Parce que c'est pas projeté du coup, c'est émis, c'est pas la même chose. Tu te retrouves en fait à ce qu'elle prenne le contrôle de ta téloche pour passer d'une case à l'autre, et donc ça c'est très Deadpoolesque dans le move, mais pour pouvoir aller rencontrer Kevin Feige. Et en fait elle demande d'aller voir Kevin, et tout le monde rigole de dire ah mais personne ne voit Kevin, personne n'a jamais vu Kevin, personne sait qui c'est machin. Et t'es là, tu te dis putain c'est vrai, si tu regardes pas un peu sur les réseaux sociaux, sur internet pour voir un peu où est le gars. Donc Kevin Feige, pour ceux qui savent pas, c'est le prod Marvel. Donc Marvel qui n'est pas qui est une entreprise Disney mais qui n'est pas intégrée à Disney Productions. C'est-à-dire qu'en fait Marvel, contrairement par exemple à DC Comics qui est intégré intégralement à Warner Discovery, donc qui n'est pas un studio indépendant, c'est un des studios qui est à l'intérieur de Warner. Là Marvel c'est un studio indépendant. Donc en fait ils ont leurs revenus, ils ont l'argent qui rentre, avec l'argent qui rentre, ils font ce qu'ils veulent, sous contrôle de Disney, mais en fait, il n'y a pas de coupe budgétaire par rapport au fait que ce soit impacté par les résultats de Disney. Donc ça, c'est plutôt cool, en fait. Et donc, tu te retrouves à ce qu'elle soit en face de Kevin, et Kevin, donc, qui n'est absolument pas ce que tu imagines dès le départ. Donc ça, je vous spoil pas, parce que vraiment, c'est le... Quand tu regardes un peu en fond, c'est un peu le truc où tu dis, mais le mec, c'est un alien, tu sais, tu dis, c'est trop bizarre, quoi. Comment il a le temps de faire tout ça? Comment il a le temps de produire tout ça? Alors, on n'est pas con, c'est pas lui qui est là et tout, mais il est quand même au screenplay de beaucoup de choses, avec Louis Desposito, pareil, qui était là pour... Merde, pourquoi il était là? Je me rappelle plus au départ pourquoi il était là. Mais bon, il était là.
Pareil pour Le Terrier aussi, donc qui était là et tout. Non, c'est Louis Le Terrier, je crois plutôt. Ouais, c'est Louis Le Terrier et putain, mais Desposito, c'est quoi? Je me rappelle plus. C'est qui, pas c'est quoi, plus cher. Mais qui est aussi pareil en prod. Tu te dis putain, mais comment ils ont le temps de faire tout ça, les mecs? Et en fait, ils ont le temps parce qu'ils ne font que ça justement. Et ça, j'ai trouvé que c'était très 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 fort. Et elle demande quelques trucs. Et en fait, ce qu'elle demande, elle l'obtient. Et c'est là où c'est génial, c'est qu'en fait, elle, quand elle n'est pas en She-Hulk, en fait, quand elle est dans le monde réel, elle demande quelque chose et elle l'obtient. Et c'est ouf parce qu'en fait, c'est tout l'inverse du wokisme. L'inverse du wokisme, parce qu'en fait, quand tu regardes ce truc-là et que tu dis c'est woke, ils sont en militantisme permanent, ils demandent et ils obtiennent apparemment jamais. Et là, c'est génial parce que du coup, ça renvoie, pour moi, ça renvoie le Walking Dead. Mais après, c'est que ma lecture. Hein. Je sais très bien que ça a été fait pendant l'ère woke, Disney, machin, tout ça et tout. Il n'y a pas de souci, je le sais. Me faites pas la leçon là-dessus. Je connais les délires. Je sais qu'ils ont changé leur politique l'année dernière. Pas que parce que Donald Trump a été élu, mais parce qu'en fait, les résultats sont moins bons et que au sommet, les actionnaires, ils ont dû dire les gars, arrêtez vos conneries. Nous, on est là pour la thune. On s'en bat les couilles de vos conneries. Si vos conneries, ça paye pas, c'est votre problème. Nous, on veut juste que ça paye. Ok, on va changer notre, on va faire barre tout à gauche ou barre tout à droite, ou on change de cap et on n'en parle plus, tu vois en fait. Et c'est cool parce que donc à l'intérieur de cette série, il y a El Famoso Charlie Cox, parce que donc à un moment donné on a un petit un teaser par le costumier donc qu'elle a le droit d'aller voir, qui est assez haut en couleur. J'ai pas beaucoup aimé le personnage, je trouve trop fantasque. Mais c'est ce qu'il faut, je pense, comme degré de fantasy pour pouvoir avoir endossé la capacité d'avoir un job pareil dans un univers pareil. Et donc à un moment donné, on referme une boîte et on voit le casque donc, de Daredevil, qui évidemment se pointe un peu plus tard dans la série. Et ça marche toujours autant. Il est tellement charismatique, mais il est incroyable. Ce mec, je sais pas si vous avez vu la série Boardwalk Empire sur c'est quoi, c'est Lucky Marciano, comment c'est Mookie Marciano, Lucky Marciano. Euh, c'est sur merde l'autre lieu du casino aux États-Unis. Donc pas Las Vegas, mais putain, je te rends compte, j'avais postulé là-bas à l'époque. Attends, je vais regarder 2 secondes. Jouer au casino USA. C'est. Non, attends. Putain, mais c'est en bordure de mer en plus. Merde, attends, je vais marquer Boardwalk Empire, ça sera plus facile. Donc il y a une série pardon, avec Steve Buscemi, donc il y a Michael Pitt, Gretchen Mol à l'intérieur, tout ça et tout. Euh, et il y a donc Charlie Cox, évidemment. Nucky Thompson, pardon, c'est le personnage de Steve Buscemi. Et c'est à Atlantic City. Putain, c'est terrible, c'est terrible. À Atlantic City, ça, j'avais postulé dans des casinos là-bas, parce que c'était des casinos où il y avait des spas de Nikkei, quelques-uns des meilleurs spas des États-Unis étaient là-bas, et ça me faisait envie, bref. Pour être spa manager là-bas. J'avais eu des retours, mais j'étais parti à l'Est à l'époque, donc du coup j'avais pas donné suite. Dommage, parce que j'aurais vraiment aimé quoi. Et en fait, Charlie Cox, si je dis pas de conneries, bien sûr, on va reprendre. Charlie Cox, il est donc à l'intérieur de Boardwalk Empire. Et, et putain, on a presque le même âge, il est de 82, Charlie Cox, incroyable. Alors attends, Charlie Cox. On est dans Boardwalk Empire. Oh putain, qu'est-ce qu'il était jeune, c'est incroyable. Comme moi, remarque. Et en fait, c'est dingue parce que tu le vois là. Et je me suis dit, je vais continuer les séries. Donc, j'ai fait She-Hulk. J'étais là, je me suis dit, cool. Et hier, j'ai fait Echo. Donc, parce qu'ils étaient dans leur phase Let's Go le wokisme, machin, tout ça et tout. On a fait Black Panther. J'utilise ça volontairement, vous allez voir. Hein.
On a fait Black Panther, ça a été un succès colossal, commercial, machin et tout. Il faut impérativement qu'on continue d'aller brosser ce qu'on appelle les minorités, donc les minorités ethniques aux États-Unis, quoi, dans le sens du poil et tout. Donc, let's go à faire ça avec les gens à qui on a tout volé, quoi, en fait, à qui on a tout pris. Hein. Donc, ceux qu'on a exterminés, je dis on parce que bah, on y a tous contribué, je pense. Enfin, plus que ce que je pense d'ailleurs, on y a tous contribué. Donc les Indiens d'Amérique. Alors, si vous ne savez pas, moi quand j'étais minot, euh, c'était ma cam absolue parce que ben il y avait toujours à la téloche des westerns qui passaient, donc des types de films western. Et moi j'étais toujours les Indiens parce qu'ils me faisaient rêver ces mecs en fait. Ils étaient là, ils parlaient aux animaux, ils parlaient aux, ils parlaient aux plantes. Ouais, c'était mon côté un peu. C'est ce que j'ai travaillé par la suite. En allant bosser avec les pierres, en allant bosser avec les gens et compagnie. Puis au niveau du massage et tout, c'est exactement ce genre de truc. Et je vous cache pas que l'année dernière, quand on a été chez les Wallapai avec Arkevan et avec Jimmy, j'étais très ému parce que c'était un rêve de gosse pour moi d'en voir. C'est con hein, ce que je dis, mais de voir des Indiens en vrai. On n'a pas eu le temps de faire plus que ce qu'on a fait. Mais je me suis promis qu'il y aurait du temps. Dans quelques années, il y aurait du temps. Enfin, dans quelques années, il y aura du temps qui sera donné à ça. Parce que c'est incroyable. J'en avais vu aussi à l'époque où on était parti avec Olivier en Floride. C'est des Indiens qui sont francophones. Ça, c'est ouf. Je crois que c'est une tribu où ils sont 10 ou 15 000. Donc, c'est pas énorme hein, pour les États-Unis. Vraiment, c'est tout petit, quoi. Et ils sont francophones. Alors, ils sont francophones du Bayou. Donc, ils ont un accent. Enfin, ils ont un accent. Ils ont leur accent, quoi, en fait. C'est pas. Ils parlent un français très particulier, mais le français, donc, du Bayou. Et donc, américain, quoi. Et, mais c'est dingue de se dire que t'as une tribu d'Indiens d'Amérique du Nord qui est francophone. Putain, je me rappelle plus comment il s'appelle, bordel de merde. Bon, je sais plus. Vous chercherez, vous verrez, vous allez trouver. C'est très facile à trouver. Et on les avait vus, on en avait vu, puisqu'on était en bordure de l'endroit où ils sont, donc d'une des réserves qu'il y a dans le sud des États-Unis pour eux. Sur des territoires qui leur appartenaient au préalable. Et en fait, ils parlent français parce que ben, les premiers contacts qui ont été faits là-bas, c'était par des Français, et ils aimaient la philosophie avec laquelle les Français arrivaient là-bas. Bon, voilà. Mais ils n'arrivaient pas de la même manière que ce que les autres sont arrivés. C'est vrai qu'apparemment, les Français n'arrivaient pas de la même manière. Donc, du coup, voilà. Bon. Et donc, on avait Echo, qui était à l'intérieur de la série Hawkeye, donc une série que j'apprécie pas particulièrement. Je trouve que c'est une série qui est vraiment surfaite. Et pourtant que j'ai regardé 2 fois, donc tu vois, comme quoi, une fois n'est pas coutume, hein, c'est pas parce qu'on déteste ou qu'on n'aime pas forcément les choses qu'il faut pas non plus redonner une chance à ce genre de choses, surtout quand c'est de la culture, il faut quand même toujours essayer, réessayer. Même la deuxième fois, ça passait pas. Par contre, ce qui passait bien, c'était qu'il y avait Wilson Fisk à l'intérieur et Vincent Donofrio, c'est oui, tout le temps. Dans ce rôle surtout, et puis c'est ouf parce que c'était lui qui avait déjà le rôle à l'époque où c'était Ben Affleck qui jouait Daredevil, donc ça c'est vraiment incroyable. Et, et c'est ouf parce que donc dans cette série-là, donc dans Hawkeye, on découvre Echo. Donc moi, c'est un personnage que je ne connais absolument pas du tout. Vraiment, je n'ai jamais entendu parler de cette héroïne-là, je ne connais pas. Et sur le papier, on va pas se mentir, je vais être méchant peut-être, mais ça fait pas rêver. Moi, j'avais un oncle qui est handicapé, il est resté pendant 25 ans, 26 ans, je crois. Je vous jure, sa vie, elle faisait pas rêver, quoi. Mais là, le truc qu'il y a, c'est que, bon voilà, la petite fille est sourde, il lui manque une jambe, alors on dirait le début d'une mauvaise blague, tu vois. Mais quand tu vois le perso à l'intérieur de Hawkeye, en vrai, ça passe. La meuf, elle a quelque chose. Alors, c'est très excessivement typique des Indiens. Alors, c'est cruel hein, de dire ça parce que voilà, mais des Indiens natifs d'Amérique. Je sais qu'on dit plus les Indiens d'Amérique, mais on dit maintenant on doit dire les natifs américains. Mais donc pour moi, ça reste quand même ça, hein, parce que enfin, ils, ils sont native American. Et donc avec ces traits très, très spécifiques, qui sont des traits qu'on voit énormément en fait de gens, si vous avez été, vous êtes en Amérique du Sud, vous avez beaucoup de gens qui ont ces physiques-là aussi en fait. Donc avec nez plat, pommettes très hautes, une couleur de peau qui est assez tannée aussi et tout, c'est dingue, hein, vraiment c'est fou.
Et c'est beau aussi, parce que ça montre vraiment la variété de ce que c'est l'humanité, ça me plaît beaucoup. Et n'en déplaise à plein de gens, hein, d'ailleurs. Et, et c'est dingue parce que tu te dis, tu vas pas faire une série là-dessus, quoi. Enfin, tu fais pas une série sur ce perso. J'ai regardé la série hier, quand je suis rentré de Brand New Day. Euh, vous avez vu, c'était pour la suite de She-Hulk. C'est ce que je vous disais, donc c'est la continuité du wokisme. Où donc on a fait le film pour la communauté noire américaine et tout. Et t'es là, tu te dis, bon les gars, quand même, les natifs américains, donc les Indiens d'Amérique, il y en a une chier quand même, donc vous auriez pu faire quelque chose au cinéma aussi. Et non. Donc ça démontre encore une fois un niveau de respect qui est donné à ces gens-là qui est assez catastrophique pour eux. Bien leur montrer qu'ils sont quand même pas encore des citoyens normaux, parce que eux, vraiment, enfin là-bas, c'est vraiment de la baise absolue. En fait, quand je pense qu'il y en a en France qui se plaignent de pas être des citoyens normaux, mais putain, mais soyez normaux, on vous traitera comme des gens normaux, tu vois, en fait. Là-bas, les mecs, ils sont parqués dans des réserves. Tu te dis, c'est dingue, quoi. Et ça empêche en rien que, vous savez très bien, j'adore les États-Unis, c'est ouf, tu sais, de l'autre côté, ça empêche en rien, tu vois, mais ça, vraiment, c'est ce genre de truc, tu dis, putain, mais vous pouvez pas faire différemment. Il y avait une série, je vous en ai déjà parlé, la série Banshee, qui parlait à beaucoup de sujets, d'énormément de sujets de l'Amérique profonde, et entre autres, ce sujet-là qui était traité, mais de main de maître, vraiment incroyable. Je vous recommande encore une fois Banshee, et si vous n'avez pas vu, il faut impérativement que vous regardiez. C'est avec Anthony Starr qui est donc Homelander à l'intérieur de la série The Boys. Et en fait, c'est ouf parce que je crois l'actrice s'appelle Alaka Cox. Il me semble que c'est ça. Euh, et en fait, c'est dingue parce que je me suis surpris à beaucoup apprécier la série. Je dis pas que c'est la meilleure série de ma vie, que c'est pas la série absolue, etc., etc. Ouais, c'est Alaka Cox. Euh, je vous le dis, les gars, cette jeune actrice, donc, qui est effectivement handicapée, donc elle a une jambe en moins, en fait, elle dégage un truc dans le rôle de Echo qui est fou. Alors autant c'est super pouvoir, tout ça et tout, hérité de, on comprend, c'est descendance Pachamama, enfin c'est un peu le même délire en fait. Euh, et donc bon c'est pas Pachamama parce que c'est plutôt Amérique du Sud tout ça, mais objectivement en Amérique du Nord c'est à peu près le même délire. Sauf que là vraiment c'est les femmes qui transmettent ce pouvoir machin de la source. Et vraiment j'ai adoré, mais en fait je pense que je suis biaisé de fou. J'ai adoré parce que ça parle des Indiens d'Amérique, des natifs, et que c'est quelque chose qui me touche énormément depuis que je suis gosse. Mes parents m'en seront témoins. Vraiment, quand j'étais petit, je cassais les couilles avec ça en perma parce que c'est mon truc. Vraiment, c'est mon truc de fou. Je suis, j'étais très déçu que il n'y ait pas de film en fait pour ce personnage. Je comprends que Black Panther, ça puisse faire déplacer les gens différemment, mais j'ai beaucoup aimé ce qui était proposé comme déroulé de personnages à l'intérieur de la série. Même si, encore une fois, voilà, c'est pas la meilleure série de chez Disney. En plus, la jeune comédienne, elle joue vraiment, enfin, c'est son rôle à elle, en fait, elle joue son rôle. Donc c'est vraiment en fait, c'est un rôle qui est taillé sur elle, mais parce qu'en fait, le personnage, c'est elle. C'est complètement fou. Euh, Elle est sourde en plus. Et ça, c'est super parce que t'es obligé de faire appel à d'autres sens. Et c'est cruel parce que quand des gens décèdent, et ben en fait, et qu'on te fait vivre cette expérience. Donc moi, je l'ai fait au casque, donc j'ai fait ça hier. Donc vous savez, hein, j'ai le casque, j'ai un rig que j'ai depuis des années qui est incroyable. Euh, un casque rig, hein, RIG, je vous recommande. Ce casque filaire, c'est de la bombe atomique. C'est pas très cher en plus. Euh, c'est ça marche là-dessus. Et
à un moment donné, parce que c'est ça qu'il faut voir, très rapidement d'ailleurs, il y a une confrontation avec Daredevil. Et c'est génial parce que lui, il est aveugle. Alors tu dis, putain, l'enculé, c'est génial parce qu'il est aveugle. Ah, le bâtard. Il dit, mais en fait, c'est génial parce que c'est deux euh, handicapés, deux estropillés de la vie, qui se font face et qui se battent pas avec les mêmes armes. Et c'est dingue parce que euh, je sais pas en fait, c'est ça, ça met un point d'orgue sur. Tu vois, en fait, t'es pas limité que parce que tu es. Il y a aussi une part de déterminisme interne que tu vas aller chercher en fonction de ce que tu sais que tu peux développer, que tu as déjà en toi. Et ça marche de dingue parce que elle, dans ce rôle-là, c'est ce qu'elle va chercher. Elle va chercher la famille, qui n'est malheureusement pas là. Elle va se battre contre la famille d'adoption, qui est malheureusement beaucoup trop là. Et c'est terrible de chez terrible, parce qu'en fait, elle est obligée donc de faire face à Wilson Fisk. Et du coup, ben, en fait, c'est sa famille à elle, par déterminisme. Et donc, c'est trop cool de se voir être obligé de regarder ça. Moi, je me suis obligé vraiment à regarder. Au départ, ça m'attirait pas du tout, je vais être très honnête avec vous. Et j'ai passé un super moment parce que justement, en fait, toutes les variations de son qui sont apportées servent le récit. Donc là, ça sert pas que le propos, c'est vraiment que ça sert le récit de ce que le personnage doit être. Et de ce que le personnage est tout court. Bon, la partie LGBT, c'est pas nécessaire, bon, une fois de plus. En revanche, la partie. Ça me. Vous savez, je me mets un défi tous les ans, donc faire quelque chose de nouveau tous les ans que je ne fais pas et d'arriver à l'intégrer à l'intérieur de mon planning en plus. Donc là, cette année, c'était le fait de retourner à la salle. Donc là, c'est bon, c'est 3 fois par semaine, donc on est nickel. Il va y avoir un sport de combat qui va arriver en septembre ou en janvier. Je pense que ce sera en janvier, parce que là, du temps que les chaleurs baissent et tout, et que j'arrive à retanker comme il faut, ça m'épuise vraiment, ça m'épuise de fou. Et il y a le fait d'apprendre une nouvelle langue. Il faut que j'apprenne une nouvelle langue, c'est impératif. J'ai envie, au moins de m'entraîner. Et dans le lot de tout ça, je pense que j'ai envie de signer. Parce que j'ai envie de signer depuis des années. Signer, c'est donc parler, euh, parler le langage des signes. Parce que ça me touche, je trouve que c'est très beau, c'est poétique. Euh, et je crois on n'est jamais à l'abri en fait. C'est pas pour s'attirer des bonnes grâces de l'univers ou quoi, mais on n'est jamais à l'abri. Et ça doit, je sais pas si ça doit être terrible, j'en sais rien, mais euh, ça doit être tellement réconfortant de se dire putain, un mec normal, donc voilà, le mec normal, euh, ben il a la capacité de parler avec moi avec le langage des signes. Et ça, c'est à l'intérieur de la série, c'est abordé une fois. C'est pas cette série qui me fait penser ça, c'est qu'en fait, quand j'étais plus jeune et que je travaillais avec mon père, on avait pas très loin des jeunes sourds et muets qui étaient dans un centre à côté. Donc t'es là, tu dis putain, t'es sourd et muet, et on te met dans un centre. Tu dis mais pareil, tu sais, ça fait penser à ce dont je parlais auparavant. Tu dis putain, mais on peut pas faire en sorte, genre, on les intègre et puis c'est fini quoi en fait. C'est des gens qui peuvent travailler comme tout le monde, enfin ils peuvent faire tout, et en fait ils peuvent pas faire comme tout le monde parce qu'en fait euh, le fait de pas entendre ou le fait de pas pouvoir parler, ça les bloque, ça bloque l'interaction sociale avec les autres. Je dis pas que tout le monde devrait faire ça, mais est-ce qu'on pourrait pas se dire à l'école ou un truc comme ça, faire des trucs basiques, genre basiques de chez basique. Je suis même sûr que ça pousserait plein de gens à se faciliter la compréhension d'une langue vivante en plus. J'en suis persuadé. Parce que ça doit ouvrir des connexions synaptiques quand t'es enfant qui sont complètement différentes et qui doivent t'aider à faire autre chose. J'y crois de fou. Et donc voilà, donc là j'ai face à moi la page Insta de Alaka Cox, donc voilà, donc qui est sourde, et elle a apparemment elle a deux enfants, donc c'est trop mignon. Ils sont trop mignons. Et, euh, et c'est dingue parce que en regardant ça, tu sais, ça me, ça m'a touché de fou parce que tu vois que c'est tourné, enfin qu'il y a une part de tout ce qu'ils ont voulu faire dans cette série qui est tournée là-bas dedans. Euh, et j'ai aimé, alors ça va être dingue, ce que je vais vous dire, c'est complètement ouf, c'est-à-dire mais quel rapport.
Et vous allez voir, ça a un vrai rapport. Le générique d'intro, on dirait un générique de film James Bond. Si vous êtes familier du cinéma de manière globale, vous avez forcément vu au moins un James Bond, quel qu'il soit, peu importe, quel que soit votre préféré et tout, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et les génériques de James Bond, ce sont des choses qui vous marquent forcément, et c'est fait pour, parce que la musique titre va avec, et là c'est exactement le cas. Le générique, visuellement, il est incroyable. Alors peut-être est-ce que c'est justement pour pallier le déficit auditif qu'elle a, qu'on a voulu lui proposer. J'en sais rien, moi je pars dans des trucs de fou, mais on a voulu lui proposer un générique qui soit complètement ouf. Et vraiment, c'est un générique, il est tellement beau, c'est oufissime. Vraiment, c'est dingue. Donc on a peut-être voulu lui proposer quelque chose d'un peu plus beau que la moyenne. Et les, les chansons je veux dire en chant traditionnel, mais en vocable local, c'est là où tu vois que t'as pas besoin de parler des langues pour les comprendre des fois. Hein. Tu te dis putain, si ça te prend pas au trip juste par ce qui est évoqué, en ressenti, hein. C'est ouf, vraiment c'était super. Et donc la série, sympa. Encore une fois, c'est pas la meilleure série de tous les temps, loin de là, mais sympa. Mais c'est pas ce que j'ai vu de pire dans les séries Disney. Je pense que le pire est à venir, parce que là, quand je termine cette vidéo, je l'exporte, et puis après, j'essaierai de l'éditer pour demain ou après-demain, donc enfin pour mercredi ou pour jeudi. Je vais me faire Miss Marvel, et là, par contre, je pense que ça va être une autre paire de manches, parce que j'ai pas du tout envie, parce que Kamala Khan, ça ne m'intéresse pas du tout comme perso. J'aime pas le perso, du tout. Je comprends pourquoi il a été fait, mais pour moi, il a été fait pour les mauvaises raisons. J'ai adoré, par contre, le film The Marvels, je l'ai adoré. Le film, j'ai adoré parce que il y a une synergie de dingue. Il y a ce chassé-croisé permanent. C'est un film qui va à 100 à l'heure. Je comprends pas pourquoi il a pas marché au box-office. Je comprends pourquoi il a pas marché au box-office, mais je comprends pas pourquoi un film comme ça a pas eu plus droit de citer que par exemple le premier Captain Marvel, où tu dis putain, mais c'est de la daube quoi. C'est de la daube en barre. Et ça a marché du feu de Dieu. Ça fait 1 milliard. Et là, tu te dis, mais ce film-là, il fait même pas 600, je crois, 600 ou 700. Tu dis, c'est particulier quoi. Et donc tout ça pour vous dire que les jeunes gens de cette génération, donc de 15 à 30, de 10 à 30, vous avez une chance folle d'avoir un film comme Spider-Man Brand New Day qui est présent maintenant, parce que j'ai l'impression de plus en plus que les films de super-héros se sont perdus par la standardisation Marvel. Et malheureusement, cette standardisation fait que on perd l'essence de l'envie du film au profit de la formule. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'était pas qu'une formule. C'était vraiment un film fait par quelqu'un qui avait envie de faire un film. Et ce mec-là, il faut le remettre, hein, il faut le reprendre pour Shang-Chi, parce qu'on veut un film Shang-Chi qui soit du même acabit que le premier. Et bon, là, avec le succès, enfin le carton colossal que le film est en train de faire, que le Brand New Day est en train de faire, il sera évidemment de retour pour le deuxième, le troisième, et pourquoi pas un quatrième épisode. Moi, Tom Holland, je peux pas, mais si tu le diriges aussi bien que ça, mec, c'est évidemment oui de suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est long, hein, ça fait 1 heure, putain, 1 heure et quart, 1 heure et quart que je suis en train de vous saouler avec tout ça. Bon, j'espère que vous avez apprécié, comme d'hab. Merci de prendre le temps, une fois de plus. C'est toujours agréable de se sentir soutenu quand on fait ce genre de trucs. Surtout, c'est des exercices qui sont longs. Je sais que c'est pas forcément facile d'écouter parce que c'est long. Mais merci de toujours vouloir et pouvoir prendre le temps. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire des retours. Si vous pouvez faire les retours dans les commentaires là sous la vidéo, c'est préférable. Comme ça, moi, ça me permet de favoriser un peu l'algo de YouTube. Putain, le lapsus révélateur. Mais je sais que la majorité d'entre vous allez me faire des retours en MP sur Insta, qui vont jamais servir mon algorithme ni sur YouTube ni sur Insta, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, enfin de faire tout le merdier là si vous voulez, si ça vous intéresse. Et pensez bien que si plein de choses sont au rendez-vous, en janvier, je réintègre les lives, évidemment, je vous l'ai promis. Des bises les plus. Des bises les plus. Des bises l'équipe et à plus. Ciao, ciao.